voilà, cette pression à accomplir ou à être en couple ou à faire famille, je l'aperçois aussi bien chez quelqu'un de 25 ans que chez quelqu'un de 32 que chez quelqu'un de 45. Donc c'est quelque chose, un discours, cette peur constante de pas être à la hauteur, d'avoir raté un cap ou de pas avoir performé sur ce sujet-là, c'est hyper prégnant et on l'entend beaucoup. Je dirais qu'il y a plusieurs typologies de situations par rapport à la maternité. Je reçois de plus en plus de témoignages de femmes qui ne veulent pas avoir d'enfants. Ça, c'est de plus en plus franc, quel que soit le parcours. Donc, il y a déjà cette évidence-là. Il y a à la fois cette crainte pour soi de souffrir de quelque chose et cette crainte de tomber amoureux. Il y a quelque chose à la fois qui est de l'ordre de l'élan et du repli sur soi et de la peur et qui, du coup, se justifie par ça en est trop différent, je ne le supporterai pas, c'est pour moi intolérable, je le sens, je le sais, c'est mon intuition qui parle. C'est pas ton intuition qui parle, c'est tes peurs qui parlent à ce moment-là. Bonjour et bienvenue dans la trentaine. Tu sais, le moment de la vie où ton corps te rappelle que tu as plus 20 ans dès que tu fais une soirée un peu trop arrosée. Où tu jongles entre swiper sur Tinder et stalker tes ex sur LinkedIn. Et où ta mère arrête enfin de te demander quand est-ce que tu vas te poser pour passer à la question qui fâche. Et les enfants, c'est pour quand? On nous dit souvent que c'est le début de la fin. Mais sérieux, à 30 ans? Moi, je pense que c'est juste le début des vraies aventures. Comme la vingtaine, mais avec un peu plus de moyens et en théorie, moins de drama. Enfin, ça c'est ce qu'on espère, non? Moi c'est Mariana et chaque mois je reçois une invitée pour parler de toutes ces questions qui nous prennent la tête. Une carrière qui a l'air moins en moins suffisante, nos histoires de cœur pas très droites et cette quête de bien-être entre deux crises existentielles. Bonne écoute! Elle se décrit comme obsédée par le dating. Vous l'avez peut-être découverte grâce à Pitch Dating, ces soirées devenues virales où nos amis nous présentent avec les slides PowerPoint décalés. Après tout, qui mieux que nos potes pour nous vendre? Enfin, on l'espère. Et elle est aussi cofondatrice de Felicity, un service de matchmaking nouvelle génération. Aujourd'hui, je reçois Laurie Dutheil. Bonjour Laurie et bienvenue dans la trentaine. Bonjour, merci beaucoup. Merci de m'accueillir. Alors, peut-être pour commencer, est-ce que tu peux déjà nous raconter un peu plus sur Pitch Dating, Felicity et surtout, est-ce que les gens arrivent vraiment à trouver un bon match grâce à vous? Oui, super. Effectivement, c'est deux solutions très différentes pour trouver l'amour, mais que je trouve tout aussi efficaces. C'est juste que c'est deux univers très différents. Le pitch dating, c'est effectivement, comme tu le disais, un événement de speed dating en live, une sorte d'expérience de rencontre où on vient sur scène pour pitcher son ami célibataire avec des slides PowerPoint décalés. Donc, à ce titre-là, effectivement, on se retrouve à avoir par soir à peu près 8 binômes qui vont succéder sur scène, 5 minutes de présentation et ensuite 5 minutes de questions-réponses entre le célibataire et le public. Et en ça, ce qui est hyper chouette, c'est d'avoir des déclarations d'amitié. Déjà, c'est-à-dire que c'est pas seulement là pour trouver l'amour romantique, c'est de recevoir une déclaration d'amitié d'un de ses proches. Donc déjà, c'est parfait. Et aussi, c'est le but de célébrer chaque célibataire qui va passer sur scène et célébrer aussi bien pour ses grands accomplissements que pour ses petites névroses. Donc pour ça, il y a vraiment une ode à tout chacun dans sa singularité, dans toute son individualité. Et donc oui, pour moi, c'est hyper efficace parce que ça va faire maintenant plus de 3 ans que j'ai lancé ce concept-là en France, qu'on est en train de le déployer absolument partout et qu'on a pas mal de couples qui se sont déjà formés grâce à nous. Et au-delà de ça, pour moi, c'est même pas le but, c'est de s'éloigner aussi de l'injonction à faire couple. De toute façon, moi, mon but, c'est créer du bien-être, c'est-à-dire que le fait d'être célibataire, ça veut dire qu'on n'est pas malade, on peut venir, on peut s'amuser, on peut profiter et voilà, tous se célébrer les uns les autres. Trop bien. Et sur la partie Felicity, c'est une agence de matchmaking qui a été lancée il y a à peu près 6 mois avec ma cofondatrice qui s'appelle Cécile Trompe. Et là, le but, c'est plutôt d'aller sur une sorte d'agence matrimoniale mais revisitée, où tout est effectivement 100% digital et on navigue sur deux communautés qui permettent effectivement de se matcher sur des logiques de compatibilité, de points en commun ou de complémentarité. Donc effectivement, ça fonctionne plutôt bien aussi puisque depuis 6 mois qu'on est lancé, on a organisé là à peu près plus d'une centaine de dates. Donc effectivement, c'est une très belle façon aussi de rencontrer quelqu'un. Trop cool. Et ce que je trouve assez intéressant, c'est ces nouveaux formats, on va dire. Donc je sens qu'on est dans une génération que je pense qu'on a tous déjà vu les statistiques un peu que les couples, il y a, 100 ans, ils se rencontraient plutôt auprès de la famille, des études, et qu'aujourd'hui, les gens se rencontrent beaucoup plus par les applications de rencontres. Et le fait de lancer des nouveaux formats, des nouveaux modèles, parfois, c'est un peu une nouvelle façon de se rencontrer, mais parfois, ça peut aussi revenir vers quelque chose qu'on avait avant. Comment tu vois un peu cet impact des applications de rencontres? Est-ce que
On est un peu fatigué des applis et du coup, on veut revenir vers un format qui marchait mieux avant. Comment tu vois tout ça? Effectivement, ce que je perçois depuis déjà après le Covid et depuis ces derniers mois, je dirais, il y a effectivement une sorte de fatigue autour des applications de rencontres. Alors là, j'enfonce une porte ouverte quand je parle de ça, mais il y a cette impression de burn-out, c'est-à-dire que on continue encore tout le monde continue à aspirer à un amour absolu et universel et inconditionnel, et en même temps, on est de plus en plus en peine avec la notion d'engagement, avec le fait d'être vraiment présent à la rencontre, de véritablement découvrir l'autre, et on est assez vite fatigué, assez vite épuisé quand on doit savoir ce qu'on ressent, quand on doit savoir vers quoi on veut s'engager. Donc effectivement, on a cette usure de l'utilisation des applications de rencontres. On le sent, il y a une sorte de rejet qui est en train de se mettre en place assez flagrant. Et c'est vrai que ce soit dans le pitch dating où on va chercher un outil, déjà on va chercher de la vraie vie et du divertissement, c'est-à-dire qu'on va, plutôt que de dire je viens moi en célibataire, je vais évaluer quelqu'un avec un tas de pixels, là je le découvre d'une façon multifacette avec ses amis par le biais du divertissement et du rire. Donc on vient d'abord pour s'amuser et ensuite on peut se permettre de tomber amoureux sur avec un peu de chance, on va avoir un coup de cœur. Donc on n'est pas sur ce côté déterminant de je vais en date, je suis obligée d'avoir un rendez-vous qui ressemble à un entretien d'embauche, on va s'évaluer mutuellement, on peut se faire du mal. En plus, dans cette évaluation, il y a des jeux de miroir qui sont extrêmement douloureux d'un point de vue d'estime de soi et d'ego. Donc en ça, ce que je trouve chouette dans le pitching, c'est qu'on utilise le PowerPoint comme un truc complètement décalé, un outil vraiment à l'ancienne pour le coup. C'est pas de l'IA, c'est pas novateur, on est sur un vieux truc qu'utilisait tout le monde, un vieil outil de boomer qu'on va pouvoir détourner pour en faire quasiment une œuvre d'art. Il y en a qui rajoutent des licornes, il y en a qui font des happenings, il y en a qui présentent la Rami comme si c'était une compagnie aérienne ou comme si c'était un Pokémon en distribuant des cartes Pokémon après. Donc c'est injecter de la créativité et de l'humain. Ça marche énormément. Et sur Felicity, c'est aussi la réinjection de l'humain, mais différemment. C'est-à-dire, on réutilise, ce qui est assez, la notion de marieur ou de matchmaker existe depuis très longtemps. Donc, on réinjecte un tiers de confiance qui va valider certains éléments en amont, qui va prendre aussi en charge la charge mentale de la sélection jusqu'à la préparation du date, parce que c'est ce qu'on propose chez Felicity. La description, la création de la compatibilité, l'étude de cette compatibilité jusqu'à l'organisation du rendez-vous et également le débriefing. Et en fait, d'avoir une tierce personne qui va être un petit peu taffé, ton point de contact, et puis aussi parfois une petite logique d'arbitre sur qu'est-ce qu'on peut comprendre pour prendre de la distance, parfois pas aller dans quelque chose de complaisant non plus. Parfois on a tendance, quand on débriefe un rendez-vous, à s'adresser ou à soi-même ou à ses amis et n'avoir que son propre prisme et que sa propre interprétation. Là, dans le cadre de Felicity, on reprend quelque chose d'assez ancien, c'est-à-dire quelqu'un qui est un peu marieur, quelqu'un qui est un petit peu psychologue coach et quelqu'un qui est aussi un bon ami, quelqu'un qui est un concierge. Donc en fait, tout ça représente des choses qui existent déjà, sauf qu'on l'a concentré dans un seul et même service. Je sens qu'il y a plein de choses que je veux aborder, que tu as mentionné. Et d'un côté, toute la partie un peu les critères de choix. Je pense que la dating fatigue que tu as bien mentionné, c'est quelque chose que je pense que tous les gens qui nous écoutent ont déjà entendu parler de ça, ont déjà peut-être vécu ça. Et justement, je vois de plus en plus cette notion de l'application de rencontre, elle n'est pas forcément créée pour qu'on rencontre quelqu'un. C'est presque une notion de on va sortir avec des gens, mais il y a toujours cette sensation que tu peux trouver mieux. Et du coup, tu vas toujours retomber dans l'application parce que il y a un FOMO de je sors avec cette personne-là, mais peut-être que je peux trouver mieux. Et dès que tu t'éloignes un peu de l'application, elle te pousse vers des beaux profils. Donc je te dis peut-être que je rate quelque chose. Bref, il y a tout un cycle qui se crée. Et justement, le fait d'aller vers l'offline, la vraie vie, je pense que ça peut permettre de rester fidèle au but de rencontrer quelqu'un. En même temps, il y a tout un critère de quels sont les critères que je vais choisir pour avec un professionnel pour trouver quelqu'un. Donc bref, je pense qu'il y a plein de choses. Peut-être qu'on peut commencer par justement la dating fatigue et voir comment ça se perçoit et après comment aussi est-ce que tes clients et tes clientes elles vont vers un professionnel, parce que je pense qu'il y a aussi il faut assumer le fait de compter vers un pro. Je pense que l'application de rencontre, on n'a pas besoin de dire à personne qu'on est dans les apps de rencontre. Donc il y a un côté on peut cacher ça. Bref, 25 000 questions à la fois. C'était un peu comme moi aussi, c'est vrai, je peux poser 3 questions en une, donc je vais essayer de me déployer par rapport à ça. Ce que tu disais sur la dating fatigue, moi ce qui me parle au-delà même du FOMO et de cette notion de catalogue et de se dire je retrouverai quelqu'un de mieux, c'est ce qui fait aussi qu'on peut se permettre d'être médiocre. En tant que médiocre, c'est-à-dire de pas être complètement poli, de pas être complètement incarné, de pas faire complètement attention à l'autre. Pour moi, ce qui se cache derrière ça, c'est le fait que l'autre est encore un peu désincarné tant qu'on ne l'a pas rencontré. Et même après un premier date, il peut encore donner l'impression de pas être complètement un humain. Alors que quand on fait des rencontres par
amis d'amis ou via Felicity en l'occurrence, il y a cette structure, ce cadre, on est obligé par essence d'être poli, on est obligé d'être investi, c'est ce qu'on a souhaité. Donc après, il faut être à la hauteur de ses souhaits. Il y a ce grand classique en termes de critères, je sais pas si tu as déjà entendu cette théorie, c'est on ne peut exiger de l'autre que ce qu'on est capable d'amener sur la table. Donc il y a cette logique-là qui est importante aussi. Les critères dont tu parles, c'est quelque chose qui qui a aidé sur les applications de rencontre, mais on a parfois eu trop de critères dont on ne sait pas quoi faire. On se retrouve à avoir quelqu'un en face de soi, on a son âge, son choix, son signe astrologique, son profil MBTI, enfin, on se retrouve à avoir quasiment trop d'infos et parfois on ne saura pas faire de choix parce qu'on se retrouve face à quelque chose d'extrêmement rationnel, comme si on était en train de commander quelque chose sur Amazon, alors qu'on est sur de l'humain. Donc ce qui nous arrive parfois quand on est chez Felicity, c'est qu'on récupère effectivement des personnes qui sont, quand je dis récupérer, il y a une notion de refuge en ça. C'est vraiment, chaque fois qu'on accueille quelqu'un chez Felicity, il y a ce côté, je suis épuisée par les applis, ça m'a rendu un peu numb, ça m'a rendu un petit peu, voilà, à la fois meurtrie. Souvent on récupère des gens qui sont meurtris, des gens qui ne savent plus forcément quoi penser et quoi ressentir. Donc il y a quasiment une réappropriation des sensations de rencontre, réappropriation de considérer l'autre tel qu'il est. Et dans les critères qui sont toujours importants et qui resteront importants, sur lesquels nous on se situe, il y a effectivement ceux des projets de vie, il y a effectivement des logiques de compatibilité ou de similarité, mais quelque chose où au final on va essayer d'être au plus juste. Et pour te donner des exemples, effectivement, on récupère des personnes qui arrivent devant des applications de rencontre, une liste de courses extrêmement précise, extrêmement pointue, qui a été upgradée en plus après chaque histoire potentiellement déceptive. Donc on récupère je veux pas qu'il porte un kilt, je veux pas qu'il me parle complètement de son chien. Enfin, parfois on a des choses qui sont très drôles et parfois complètement anecdotiques. J'ai aussi quelqu'un qui m'a dit, et je l'ai trouvé adorable, elle me dit moi j'ai pas de critères, je veux juste quelqu'un qui puisse s'asseoir par terre à un pique-nique. Et je trouve ça complètement adorable parce que voilà, elle a effectivement plus de 50 ans, mais au final c'était un critère parce qu'elle avait vécu finalement un pique-nique douloureux avec quelqu'un qui avait pas pu se relever après coup. Elle s'est dit bon, je veux quand même quelqu'un de suffisamment fringant au niveau de ses genoux pour qu'on puisse avoir un date correct. Donc parfois on en a trop et parfois effectivement ils sont upgradés et on rajoute des critères après chaque déception. Et c'est intéressant parce que quand on discutait la dernière fois, je me rappelle que tu avais mentionné quelque chose qui m'a beaucoup marqué, c'est justement cette checklist que parfois elle peut tomber par terre une fois qu'on rencontre quelqu'un qu'on pense qu'on est amoureuse. Et une chose que je vois aussi, c'est des femmes que quand l'âge avance, 30 ans, 35, 40, il y a une pression de trouver quelqu'un, que parfois il y a ce commentaire, et peut-être que les gens qui nous écoutent vont dire bah ouais, j'ai déjà entendu ça. C'est un peu l'idée de peut-être que tu es trop exigeante, peut-être que tu as trop de critères. Donc c'est presque une pression de il faut pas avoir trop de critères, mais parfois on va direct dans l'opposé de j'accepte tout et en fait la liste elle tombe par terre. Est-ce qu'on voit ça? Oui, en fait, on perçoit alors déjà cette pression dont tu parles, ou que ça peut être une pression à faire famille, une pression à être en couple. Je l'ai dès l'âge les plus jeunes qu'on peut accueillir comme client ou comme membre chez Felicity. J'accueille des personnes de 25 jusqu'à 70 ans, et je peux aussi bien entendre des discours de j'ai l'impression que j'arrive trop tard, ou je suis pressée, ou j'ai l'impression que je suis en situation d'échec et que je ne vais pas assez vite, et que donc voilà, cette pression à accomplir ou à être en couple ou à faire famille, je l'aperçois aussi bien chez quelqu'un de 25 ans que chez quelqu'un de 32 que chez quelqu'un de 45. Donc c'est quelque chose, un discours, cette peur constante de pas être à la hauteur, d'avoir raté un cap ou de pas avoir performé sur ce sujet-là, c'est hyper prégnant et on l'entend beaucoup. Sur les côtés des critères, c'est là où on bascule entre le cœur tout mou, l'envie d'être aimé et l'envie de maximiser. Parfois, on peut se retrouver à avoir quelqu'un qui est effectivement homme ou femme, qui sont extrêmement exigeants, puis dès qu'ils ont un coup de cœur pour quelqu'un, dès que le cœur s'ouvre, à ce moment-là, c'est je vais faire en sorte que ça marche, c'est pas grave s'il n'a pas le même niveau de vie que moi, c'est pas grave s'il a moins de temps, je vais faire en sorte, je vais me rendre aimable. Et parfois, on bascule entre ces exigences qui parfois sont un frein et sont parfois un blocage, en tout cas une frontière entre soi et l'autre, à parfois trop ouvrir et trop accepter. Ça m'est arrivé, je discutais ce matin avec une de mes clientes que j'accompagne, à qui j'ai présenté quelqu'un d'un tout petit peu plus vieux que sa tranche d'âge et qui était bloqué un petit peu sur cette notion de tranche d'âge-là en disant il a 50 plus que ma tranche d'âge, je me questionne. Et juste après, elle me dit et puis au fil, j'ai rencontré quelqu'un récemment et en fait bon, ça ne marche pas très bien entre nous, mais pourtant j'ai essayé de faire des concessions aussi bien sur son niveau de vie qui est largement en dessous du mien que sur le fait qu'il avait des enfants en bas âge alors que je ne le voulais pas. Donc pour plaire à la personne qu'elle avait rencontrée 2 semaines plus tôt, il était capable de tout. Par contre, moi, je lui propose théoriquement un homme super qui a juste 50 plus qu'elle et ça l'a perturbée. Donc, on sent qu'on est vraiment constamment dans cette ambivalence-là entre ce qu'on se souhaite et notre désir profond d'amour. Notre désir de performance et notre désir profond d'amour. Et c'est quoi un peu les différences de surtout la façon qu'on envisage des rencontres? Est-ce que les femmes et les hommes
perçois pas la rencontre et la vie de dating de la même façon? Il y a des choses qui sont assez similaires. Je dirais, on a autant d'hommes que de femmes chez Felicity. Donc ça, pour le coup, il y a cet équilibre-là. Des femmes qui sont motivées à l'engagement financier pour se prendre en main et pour sous-traiter un peu ce besoin-là en se disant, voilà, ça n'est pas un constat d'échec. Je préfère utiliser mon temps différemment ou qu'on s'occupe de moi. Donc sans cette impression de devoir sentir qu'on a un constat d'échec. Et pour les notions de pression à être en couple, la pression à être en couple, je dirais qu'elle est similaire hommes et femmes. La pression à parfois devenir père ou devenir mère. Chez les femmes, c'est d'autant plus fort, ça c'est évident. La vision du couple est somme toute assez similaire. On sent des décalages, peut-être on en avait parlé après la première partie de vie, quand on est divorcé une première fois, une seconde fois. Pour certains, on aspire à de la fusion, pour d'autres on aspire à de l'indépendance, c'est-à-dire certains vont vouloir vivre ensemble sous le même toit très vite, pour d'autres ce sera je préfère protéger mon indépendance et être dans une cohabitation différente. Et je pense qu'il y a un rapport, ce qui est le plus franc, je pense, c'est ce rapport à l'âge. C'est-à-dire que là où il y a vraiment un déséquilibre, c'est sur le projet d'enfant, bien entendu, quand il est intériorisé et formulé. C'est-à-dire que la femme subit son âge biologique, alors que l'homme peut se permettre naturellement d'avoir un niveau de critères, on va pas dire d'exigence, mais des critères qui sont, moi, je peux encore en avoir, donc je préférerais naturellement avoir une femme beaucoup plus jeune pour maximiser ses chances de fertilité et mes chances a posteriori d'avoir un enfant. Donc en ça, il y a quelque chose de l'ordre quelque chose de très rationnel et non pas amoureux, donc presque un peu triste d'être aussi pragmatique dans son approche des choses et en même temps chacun maximise comme il peut dans son coin en disant qui je suis, où j'en suis dans ma vie, quels sont mes atouts et qu'est-ce que je peux exiger en face à partir de là. Donc il y a quelque chose, malgré tout, on est dans le sentiment, mais on est quand même dans quelque chose de pragmatique et dans des arbitrages et des évaluations. Et du coup, tu as des clientes qui arrivent vraiment à dire clairement j'ai l'âge d'avoir des enfants, je suis un peu dans une course contre le temps et du coup, je veux retrouver quelqu'un qui je peux avoir un enfant et peut-être ça va pas être forcément l'amour de la vie, mais très lié aux périodes de je veux avoir un enfant. Est-ce que tu as vraiment des femmes qui le disent d'une façon assez ouverte? Oui, très clair. Je dirais qu'il y a plusieurs typologies de situations par rapport à la maternité. Je reçois de plus en plus de témoignages de femmes qui ne veulent pas avoir d'enfants. Ça, c'est de plus en plus franc, quel que soit le parcours. Donc, il y a déjà cette évidence-là. J'ai une jeune femme, je crois, de 36 ans qui me dit, moi, je ne souhaite pas avoir d'enfants, mais j'aimerais être avec un homme qui en a un ou deux. Donc, je trouve ça aussi pareil, ça m'a surpris, mais en même temps, tout est possible. J'ai des femmes qui veulent absolument avoir un enfant avec un compagnon auquel elles s'attachent. Et j'ai aussi beaucoup de témoignages de femmes qui disent, moi, ma démarche a été faite, j'ai congelé mes ovocytes, ma démarche de PMA est potentiellement déclenchable, soit dans l'immédiat, soit dans quelques mois. Et je n'ai aucun problème avec le fait de démarrer ma démarche de mère solo et d'y intégrer un homme après ou pas. Donc, il y a aussi finalement beaucoup de femmes qui me témoignent de leur recherche d'un compagnon amoureux, potentiellement qui raccrochera les wagons par la suite ou qui sera en parallèle, mais en tout cas qui ont une vision elle-même très pragmatique de leur désir d'enfant et de leur mise en œuvre. C'est hyper intéressant. Et en termes justement de critères de trouver un bon match, est-ce que, basé sur ton expérience, est-ce que tu as un peu des conseils en termes de, ça sont les critères les plus importants pour un match réussi? Oui, alors il y a des choses qui sont assez, je dirais, classiques qui pourront être sur les projets de vie. Ça, c'est sûr. Voilà, la correspondance de projet de vie. Ça peut être... Alors, sur la complémentarité des goûts, moi, je dirais que les goûts et les hobbies, c'est pas forcément nécessaire. Pour moi, voilà, c'est complémentarité de projet de vie, de vision des choses. Il y a parfois le rapport aux valeurs, mais pareil, tout le monde cache un peu tout et n'importe quoi derrière les valeurs de respect, d'ouverture d'esprit, voilà. Moi, tout point bloquant peut m'être entendu. Ça peut être un rapport à la spiritualité pour quelqu'un où on souhaite que quelqu'un ait la même spiritualité que nous ou la même orientation politique. Tout est entendable. L'important, c'est d'effectivement d'être très au clair avec ce qu'on veut et de pas être multi-sujet. Je te dirais que pour moi, ce qui fait qu'un match sera le plus évident, c'est au-delà même de la compatibilité entre deux personnes, c'est la notion d'ouverture d'esprit. C'est vraiment la capacité à être ouvert et non pas d'accepter tout et n'importe quoi et que je lui présenterai un profil au chausse-pied, c'est de se dire, moi, je suis moins sûre, je veux ce brin-là avec la barbe, avec telle typologie de vêtements, telle typologie de métier, telle typologie de revenus. Ça s'entend, c'est justement un global, mais quand on est souple et ouvert, c'est déjà beaucoup plus pratique. Et pas pratique que pour moi, c'est même pratique pour eux dans l'état d'esprit d'ouverture quand ils arrivent à un date, de ne pas se retrouver à cristalliser sur un effet précis.
sur un sujet précis. Ça peut être un élément physique, ça peut être une voix, ça peut être un style vestimentaire, ça peut être aussi bien un métier, ça peut être voilà, on peut se rapidement cristalliser sur quelque chose de très anecdotique. Et donc plus on est ouvert, plus on est en confiance avec soi et avec son intermédiaire de confiance ou son matchmaker, ça permet finalement d'être le plus de vivre des bons rendez-vous et de se laisser aller à la rencontre. C'est-à-dire quand être allé à la rencontre, c'est-à-dire ne pas être en train de se regarder au-dessus, en train de se dire, de vivre dans le moment présent, pas être en train de déjà d'évaluer, de retourner dans cette logique d'évaluation de l'autre. Je le vois très bien et je pense que c'est hyper intéressant, hein, ouais, cette partie ouverture d'esprit. Et parfois, on n'a pas trop conscience de ça. Moi, j'ai une amie que récemment, elle discutait avec un mec que, en gros, on était dans un groupe d'amis sur WhatsApp et nous, on connaissait ce mec et elle le connaissait pas. Et du coup, elle le trouve sur un app de rencontre et elle dit, ah ouais, j'ai vu que vous étiez genre amis en commun. Est-ce qu'il est sympa ou pas? Et vite fait, elle envoie un screenshot de sa conversation parce que oui, les femmes elles font ça aussi. Bien sûr. Et elle dit non mais regarde ce qu'il dit un peu. C'était une phrase qui était un peu politique, mais elle commence à lui cracher dessus et dire non mais je pense pas qu'on va être un bon match. Il y a ça et ça et ça. Et moi je dis franchement moi je le connais, je le trouve assez sympa, c'est un mec bien. Peut-être que tu peux donner une chance parce qu'en plus genre le fait que je le connais, il a presque une validation d'une amie que peut être intéressant de parler plus. Et en fait, elle était tellement fermée et je sentais que c'était pas forcément lié à lui, mais juste qu'elle était pas ouverte à son point de vue à elle. Ouais. Exactement. Déjà, t'as été complètement matchmaker. Déjà, bravo à toi, Mariana. C'est complètement ça. Et on se rend compte aussi quand en retour de date, moi, je me retrouve à faire beaucoup de débriefs de date avec les deux personnes, ce qui arrive quasiment rarement parce qu'au final, généralement, on ne débriefe qu'avec avec ses amis directement qui sont partisans, donc qui n'auront que notre version de l'histoire. Et je me retrouve effectivement souvent à avoir des personnes qui me disent, oui, j'ai tout de suite vu, dès qu'elle m'a dit cette phrase-là, j'ai tout de suite senti qu'elle s'était parmi de son ex, ou j'ai tout de suite senti. Et en fait, on se dit, non, tu as juste chercher quelque chose c'est comme un chien qui a envie de mordre quelque chose, c'est chercher un os à ronger pour justifier que ça n'est pas possible, qu'on ne peut pas se permettre de se laisser aller à avoir confiance. Donc c'est aller chercher par essence les red flags plutôt que les green flags. Et c'est exactement ce que tu as vécu. Quelqu'un qui se dira par essence, je suis curieux à apprendre à découvrir cette personne, je ne crains rien. C'est ça aussi, c'est je suis en sécurité, je ne crains rien, il ne va rien m'arriver de grave. Il y a à la fois cette crainte pour soi de souffrir de quelque chose et cette crainte de tomber amoureux. Il y a quelque chose à la fois qui est de l'ordre de l'élan et du repli sur soi et de la peur et qui du coup se justifie par ça on est trop différent, je ne le supporterai pas, c'est pour moi intolérable, je le sens, je le sais, c'est mon intuition qui parle. C'est pas ton intuition qui parle, c'est tes peurs qui parlent à ce moment-là. Mais c'est difficile de justement trouver le juste milieu entre bien sûr je pense qu'avec l'âge on a tous plus de bagages et justement c'est comme tu disais au début de plus on a de l'expérience, on a vécu quelque chose c'était pas forcément bien avec lui donc je vais rajouter comme un nouveau critère avec cette personne-là c'était pas cool non plus donc je vais rajouter un nouveau critère donc c'est une liste qui commence à être de plus en plus longue. Mais en même temps, on veut pas forcément tomber dans l'opposé. Donc, comment trouver le milieu qu'on est ouverte, mais en même temps, on n'accepte pas tout. Oui, je comprends. Ça, c'est effectivement un travail sur soi, c'est-à-dire tout le but d'avoir un échange avec son matchmaker, c'est de voir ce qui fait sens, voir ce qui est lié à une peur ou ce qui est lié à une vraie limite. Quand je dis ce qui est une vraie limite, c'est quelque chose qui est lié à un besoin, à une façon d'être, c'est-à-dire que c'est tout à fait entendable quand je sais pas, ça pourrait être, moi j'ai besoin de quelqu'un qui respecte mon temps personnel, j'ai besoin de quelqu'un qui partage ça, ou j'ai besoin de quelqu'un qui accepte ma vie. Effectivement, quand on est sur quelque chose dans une démarche d'acceptation de sa propre identité, de sa personnalité, c'est normal, c'est des barrières qui sont logiques et c'est des barrières qui sont liées à des besoins. Donc ça me paraît tout à fait logique et ça c'est entendable et c'est quasiment à exiger. Alors il y a exiger, il y a une façon de l'exprimer, il y a une façon de le raconter. Et s'il s'avère que la personne ne respecte pas ces limites-là, ces barrières-là, bien sûr, là, c'est effectivement un red flag et c'est important de ne pas avoir besoin de poursuivre cette relation-là. Et pour d'autres, effectivement, faire le tri entre ce qui est, qui sera de l'ordre du caprice, ce qui sera de l'ordre de la sécurisation. Voilà. Donc, c'est vraiment prendre le temps de trier ce qui est lié, ce qui est lié à notre propre maturité, à ce qu'on soit ancré, à ce que ce soit nous et notre meilleur contexte pour être dans une logique de croissance, une croissance à deux, et ce qui est quelque chose qui est plutôt une entrave. Je sais pas si ça te donne assez d'exemples, mais voilà, quelque chose qui sera un frein ou quelque chose qui est je m'invente des façons de rejeter l'autre. Parce que c'est le docteur Horna, je sais pas si tu vois, c'est quelqu'un qui a un programme autour de la thérapie de couple et qui disait voilà, j'ai toujours cru que c'était la compatibilité qui faisait qu'un couple dure ou dans la croissance, et en fait c'est la capacité à aimer quelqu'un de différent. Et pour moi, c'est véritablement ça. C'est cette capacité quand même à se projeter dans quelque chose qui est différent de nous, un autre fonctionnement.
Souvent, quand on revient de date, on va pouvoir me dire, bah oui, il m'a pas écrit assez vite, ou il m'a pas fait ça, ou il m'a pas assez parlé de lui, ou il m'a posé trop de questions. Et en fait, parfois, c'est lié à ses propres façons de faire à soi. L'autre est peut-être pas n'a jamais perçu le rendez-vous de la même façon, n'a pas pensé qu'il fallait t'envoyer un texto dans la seconde, ou a peut-être été trop présent pour toi. Enfin, c'est toujours lié à un effet de miroir par rapport à soi. Souvent. C'est hyper intéressant et je pense que les réseaux sociaux, du coup, ils jouent un rôle assez compliqué dans justement trouver ce format qui marche bien et qu'on est à l'aise et qu'on peut se permettre d'aimer quelqu'un qui est différent de nous, parce que justement avec les réseaux sociaux, je pense qu'il y a une pression de comment on doit se porter, à quel âge on doit être avec quelqu'un. Les mariages, de toute façon, et c'est pas comme si on a des mariages qui changent énormément le format à chaque fois. Donc il y a une pression de comment on devait se porter, comment on devait être et à quel âge on devait faire à chaque chose. Comment on peut permettre d'aimer quelqu'un qui est différent quand on a tout le temps cette pression de on devait être pareil tout le monde. Oui, c'est hyper, c'est hyper. Je sais pas si je vais répondre exactement à ta question avec ce que je vais te dire, mais je crois que on l'avait abordé ensemble. Il y a effectivement cette pression, à la fois la mise en couple, une urgence à la jouissance sexuelle aussi. Enfin, voilà, maintenant, il faut qu'on soit en plus épanoui sexuellement, il faut qu'on soit épanoui professionnellement. Il y a énormément d'injonctions en même temps. En même temps, on peut se permettre d'avoir des modèles alternatifs qui arrivent par rapport au modèle traditionnel. Donc, c'est hyper compliqué de savoir qui on est et de se sentir correspondant, en tout cas aligné avec soi-même. Ce qui moi m'a marqué à titre personnel, parce que à titre personnel, je me suis posé ces questions-là de l'injonction à être en couple, l'injonction à être enfant. Je l'ai subi même en étant matchmaker, en essayant d'avoir de la distance. À titre personnel, je suis moi-même en proie au doute plein de fois, et plus j'ai des discussions, plus saines. Et je dois dire que ce qui me fait du bien, moi, c'est de voir des témoignages de personnes qui ont 50 ans et plus, qui ont justement eu une première vie, un mariage, des enfants, ou voire même on sent leur deuxième, troisième vie amoureuse, et en fait de me dire qu'il n'y a pas de cette vision absolue de on doit être à deux pour toute la vie. Déjà, elle a de moins en moins de sens. On le sait avec la longueur de la vie, et maintenant avec le rapport au divorce et puis notre rapport à nous et l'épanouissement. On peut avoir plusieurs histoires d'amour dans une même vie. Et le fait de voir ces histoires portées par des membres et des personnes que j'accompagne chez Fisty qui sont, qui peuvent avoir 60, 70 ans, avoir eu 2, 3 mariages différents, être à fond dans leur vie, profiter de leur vie sportive, ou d'autres qui ont eu des enfants ou pas, et de me rendre compte à quel point parfois eux se sont perdus dans le mariage, parfois eux se sont éclatés, enfin tous les chemins individuels sont bons, sont entendables et sont chérissables en tant que tels. Mais c'est vrai que il y a une pression de la réussite amoureuse et la vraie réussite de la vie. Et je pense que le divorce, et quand on pense en France, je sais pas si c'est en Île-de-France, en France de manière générale, mais 50% des couples vont se divorcer. C'est énorme. Donc je pense d'un côté, ça peut être perçu comme c'est un peu triste. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui disent les couples sont pas forcément pareils que à l'âge de nos grands-parents, mais je pense qu'il y a aussi un côté de non, on accepte que la relation elle va durer jusqu'à que ça apporte de bien. Exactement. Et donc c'est presque un espoir que on n'a pas besoin de forcément chercher quelqu'un qui va être l'amour de ma vie, mais juste on est bien et du coup on veut rester ensemble, on a un plan commun, mais c'est pas forcément cette pression de toute la vie. Et je pense que moi j'entends pas mal d'amis que soit elles sont fiancées ou soit elles sont mariées, et que parfois elles se disent ouais mais j'ai trop peur parce que je commence à me poser la question, est-ce que lui il est vraiment l'amour de ma vie? Et en fait quand on sort de cette notion de c'est pas forcément l'amour de la vie, mais peut-être qu'il y aura un divorce, mais on se marie pas en pensant au divorce, mais je pense que ça réduit un peu la pression, non? C'est ça, c'est complètement ça, c'est de se dire on peut avoir plusieurs partenaires dans une vie, il n'y a pas un seul, l'unique, l'élu, mon âme sœur, ma moitié, et de la même façon en tant que matchmaker, c'est cette logique-là, c'est on va donner des rencontres qui ont du sens sur des personnes qui peuvent faire un bout de chemin ensemble, le plus long possible, s'ils le souhaitent, encore heureux, mais on n'est pas, moi je ne vends pas une quête d'absolu, je ne vends pas la magie de je vais te trouver ton mari, ton épouse ou la personne qui va t'accompagner jusqu'à l'EHPAD. Donc effectivement, c'est cette en fait, on se rassure nous-mêmes aussi en imaginant la nuance de la vie par essence, parce qu'elle est extrêmement surprenante, et aussi notre propre possibilité de changer d'avis, s'offrir la possibilité de changer d'avis et de changer de partenaire. C'est finalement, c'est pas forcément quelque chose qu'on subit, ça peut être une renaissance. J'ai beaucoup d'hommes et de femmes qui arrivent chez Felicity après un divorce et qui sont dans une optique de renaissance, parce que finalement ils ou elles se sont perdus dans une relation, ont eu l'impression de vivre une sorte de quête identitaire. Enfin,
Je crois que j'ai une femme qui elle me dit que depuis son divorce, elle s'est mise à faire de la moto, elle s'est mise à faire du crossfit, elle va au Hellfest. Enfin, c'est assez incroyable. Et des hommes aussi qui me disent moi j'avais l'habitude de tout organiser chez moi. Je crois que voilà, des hommes qui organisaient les vacances, qui faisaient tout à la maison. Donc ou parfait. Et moi ça change ma lecture que j'avais de forcément les hommes n'ont pas de charge mentale, et de voir en fait ça nourrit que chacun peut avoir envie de reprendre sa liberté, de revivre. Et c'est pas revivre une geste, c'est vivre des étapes de vie différentes en se réappropriant son temps libre, ses interactions avec ses amis et sa famille, et de profiter pleinement de la vie. Et pour finir, est-ce que tu as des conseils ou des messages que tu aimerais bien passer à les gens que nous entendent sur les relations amoureuses, sur l'expérience et sur toutes ces questions qu'on vient de se poser? Là, c'est pas simple, j'avais pas du tout réfléchi en amont. Moi, mon conseil en général, c'est de conseiller, mais beaucoup de femmes le font déjà, mais je conseillerais vraiment à tout le monde d'aller en thérapie, hein, c'est vraiment le top. En général, c'est quand même sacrément chouette pour comprendre ce qui se joue, pour mieux se comprendre soi-même, pour mieux comprendre l'autre. Et j'ai complètement conscience de la pénibilité vraiment de ces derniers mois avec les applications de rencontre, mais vraiment ce que ça induit comme souffrance et comme douleur personnelle. Moi, j'ai vraiment une envie de distribuer de la douceur ou de la compréhension, que ce soit voilà dans les événements que je fais ou dans Felicity. Donc c'est vraiment accrochez-vous. C'est l'amour est globalement partout. Alors effectivement, l'amour romantique on l'a porté au nu, mais il y a tout autre type d'amour, et l'amour romantique peut être vraiment on peut se réhabituer, se réaccoutumer à ça. Pour moi, ce que je voudrais, c'est pouvoir faire en sorte qu'on se réhabitue à rencontrer l'autre, qu'on se réhabitue à quelque chose de plus organique, et qu'on se réhabitue, voilà, qu'on ne soit plus dans cet isolement de soi et de soi-même. Mais voilà, c'est pas un conseil en particulier, c'est juste, je pense qu'on est en train de toute façon de vivre une grosse mutation, donc on s'accroche fort, on s'accroche à notre cœur, on continue à l'ouvrir, on continue à le proposer, en le protégeant, mais continue à le proposer, d'être bien ancré sur qui on est tout en gardant le cœur ouvert. Pour moi, ça c'est indispensable, savoir qui on est avec justement ce que je disais, ses limites, ses frontières, et ce qui est indispensable pour nous et ses besoins, mais le cœur ouvert pour quand même se laisser surprendre. Génial, c'était impeccable. Et merci beaucoup. Et pour les gens qui veulent justement te rencontrer justement Felicity, où ils peuvent te retrouver? Alors, on a un compte Instagram qui s'appelle Felicity Dating. On a aussi un site internet. Donc, la possibilité, c'est toutes les informations de nos différentes offres sont disponibles sur le site, et la possibilité de prendre un rendez-vous de 30 minutes avec un expert Felicity pour encore mieux comprendre de quoi il s'agit, le protocole, qu'on souhaite venir en communauté premium ou en communauté gratuite. On a plusieurs offres qui sont accessibles à toutes les envies et tous les besoins. Et le pitch dating, c'est pitch dating sur Instagram également. Et on a un déploiement, on est en mensuel à Paris, on est en déploiement dans toute la France, Toulouse, Montpellier, Bordeaux, Nantes. On arrive bientôt partout. Génial, merci beaucoup Laurie. Merci à toi Marianne. Merci beaucoup pour cet échange, c'était canon. Merci. Merci d'avoir écouté La Trentaine, le podcast où on finit souvent avec plus de questions que de réponses. Mais au moins, on se sent moins seul dans nos remises en question. Si ces conversations te parlent, rejoins-nous sur Instagram ou TikTok, @latrentaine.media, ou abonne-toi à notre newsletter sur Substack. On se retrouve dans un mois pour continuer d'explorer ensemble cette décennie pas si terrible que ça.